La conclusion est que de toutes ces conditions d'exercice de la pensée, il y aurait une certitude. L'homme serait et sera toujours, par sa nature, séparé de l'extérieur, entre autres. Einstein avait une comparaison pour nous aider à comprendre ce problème. Il disait, dans l'effort que nous faisons pour comprendre le monde, nous ressemblons un peu à l'homme qui essaye de comprendre le mécanisme d'une montre fermée. On voit le cadran de la montre, on voit les aiguilles qui bougent, on entend le tic-tac de la montre, mais sans moyen d'ouvrir le boîtier. On ne peut pas comprendre le système. Comment les aiguilles bougent-elles? Comment le tic-tac est-il produit? Comment l'heure tourne-t-elle? On peut toujours essayer d'imaginer le mécanisme qui fait bouger les aiguilles par l'imagination. Mais on ne saura jamais si cette image qui se présente dans sa tête existe finalement pour comprendre le mécanisme qui est le seul capable d'expliquer les observations. Sans un moyen d'ouvrir le boîtier, on ne sera jamais en état de comparer sa propre image du mécanisme avec le mécanisme réel de la montre. À partir du moment où nous ne possédons que 5 récepteurs transcodeurs, entre autres, comment sortir de nous pour voir le monde tel qu'il est? Ça paraîtrait impossible. On n'arriverait pas à imaginer comment cela pourrait être logiquement puisse se faire, entre autres. Grand 4, la connaissance. Le monde nous est donc irrémédiablement inaccessible finalement. Tout cela a une caractéristique, c'est qu'il n'y aurait aucune existence en dehors de la pensée humaine. Nous ne découvrons pas le monde, mais nous découvrons de nouvelles façons de penser. Et si on veut se lancer dans la recherche scientifique et découvrir des choses, il ne suffit pas de regarder le monde. En effet, regarder ne peut se faire qu'à partir des images que nous avons déjà dans la tête. Nous ne pouvons donc pas voir quelque chose de nouveau. La connaissance n'est pas regarder, mais imaginer une nouvelle manière de connaître ou d'interpréter ce que l'on voit. Imaginer, interpréter. Imagination, interprétation. Ce sont donc des nouvelles façons de penser qui sont le fondement des découvertes. Le progrès vient de l'acquisition de nouvelles structures mentales, acquérir de la nouveauté. On améliore sa connaissance quand on fait évoluer des structures mentales. Faire évoluer, afin de permettre au cerveau de simuler plus efficacement la vérité. Simulation. Simuler plus efficacement la vérité et pas regarder mieux. Quand la science recherche l'infiniment petit, on n'arrive plus à voir les objets. Il est évident que le sens commun et tout ce qui est à notre échelle humaine nous gêne pour réfléchir à ce caractère inaccessible du monde extérieur finalement. Quand on arrive à l'infiniment petit, on se rend compte qu'il y a un problème. C'est une discussion qui existe depuis le début du XXe siècle entre les savants pour savoir justement s'il y a toujours des objets dans le réel ou s'il n'y a que des idées dans notre tête. La discussion a commencé entre Einstein et Bohr à propos de l'atome, au moment où l'on a imaginé l'atome comme constitué d'un noyau central et d'électrons qui tournent autour de ce noyau. On essaye aujourd'hui de repérer ces petites billes, les électrons,
et on y parviendra peut-être un jour. La notion d'onde se définit pas comme un micro-monde réel. Elle sert simplement de connaissance nécessaire pour formuler des prédictions. C'est cela la connaissance humaine finalement, les prédictions. La notion d'onde est une connaissance qui nous permet de formuler des prédictions. La notion d'onde ne se préoccupe pas d'objets réels, ni de ces petites billes qui seraient les électrons réels. Les électrons sont des objets de notre pensée et ne sont pas des objets de la réalité. Hawking était un physicien en chaise roulante et a écrit une brève histoire du temps. Ce physicien a réfléchi à la manière que Borg a fini ainsi sur les théories qui doivent servir simplement à fournir des prédictions. Penrose voulait qu'il y ait un réel derrière les images du cerveau et voulait mettre à jour ce réel, Penrose. Hawking lui réplique « Je n'exige pas d'une théorie qu'elle corresponde à la réalité, parce que je ne sais pas ce que c'est que la réalité. Donc, jamais on n'arrivera à savoir ce qu'est le réel. La réalité, jamais on ne pourra l'approcher. Des brides du réel, peut-être. Si l'on veut appliquer cela à la théorie scientifique et à la recherche scientifique, il faut bien voir que l'expérience scientifique ne peut pas être un simple enregistrement du réel. Il y a encore des scientifiques qui disent que l'on doit se concentrer d'enregistrer un principe. Le scientifique est quelqu'un qui se plie à la réalité du monde extérieur. Je crois finalement que l'objectivité du monde extérieur, où les choses sont ce qu'on les découvre. En 5. Comment découvrir le monde extérieur? Depuis le XXe siècle, beaucoup de chercheurs se sont penchés sur la découverte scientifique. Depuis l'origine des temps, comment les individus ont-ils fait des découvertes scientifiques? Pour montrer qu'il y a des quantités d'idées reçues, il ne suffit pas de chercher mieux, mais c'est en réfléchissant et en imaginant d'autres scénarios dans leur tête que ces gens ont fait leur découverte. Claude Bernard, un expérimentateur du XIXe siècle, a dit « Un fait n'est jamais une donnée brute que le scientifique n'aurait qu'à enregistrer. » Le XIXe siècle croyait que le monde était fait d'objets séparés. Le scientifique était celui qui repérait un objet et qui l'étudiait. C'est strictement impossible, disait Claude Bernard. Le monde ne peut pas être formé d'objets de science ou d'objets d'expérience. Il faut fabriquer les faits. On trouve des quantités d'images sur les scientifiques qui réfléchissent à leur travail. Des images qui semblent a priori incongrues pour des gens qui disent que le réel est comme les nuages. En effet, dans les nuages, on peut voir toutes sortes de formes. Or, tout cela n'existe pas dans les nuages. C'est un découpage que notre cerveau a fait des nuages pour faire ressembler telle ou telle partie de nuage à l'image que nous connaissons déjà. Une interprétation. Ces images-là sont dans notre tête. Ce n'est pas le réel des nuages. D'autres disent que le monde est comme un tapis chamarré. Et quand nous regardons ce tapis, nous voyons des choses très différentes, des objets ou des formes différentes, et que ce sont nos habitudes qui nous les font voir. Changer d'habitude ou changer de point de vue nous amènerait à voir
autre chose. Grand 6. L'évidence est un leurre. Le réel est extrêmement complexe. Quand on dit que l'on regarde un canard, si on réfléchit d'après ses idées reçues, il suffirait de tourner la tête et de regarder d'une autre manière pour voir un lapin. Donc, le réel est infiniment complexe. Si l'on voit quelque chose du premier coup, cela veut dire que l'on voit ses idées reçues. C'est un piège pour la pensée. Et on ne réfléchit pas quand on agit de cette manière-là. On reconnaît les choses inutiles. Réfléchir, chercher, c'est se poser des questions. Qu'est-ce que l'on pourrait voir d'autre que ce que nos schémas habituels nous permettent de voir? Exemple, on dessine un profil de femme. La tête, le front, la joue, le menton, l'œil, etc. Vous avez donc un profil de femme avec une coiffure et des cheveux abondants. Ce tableau s'intitule « Ma femme et ma belle-mère » de William Hill, 1915. Si vous prenez le profil de visage vu de 3/4, vous voyez un visage de femme. En regardant autrement, vous avez une image de vieille femme. Il n'y a pas besoin de bouger la tête. Il suffit de regarder autrement, de donner une autre signification à ces éléments. La conséquence de tout cela sont de l'ordre du domaine scientifique. Quand on croit voir quelque chose, quand on est sûr de voir quelque chose, quand on a corrigé de toutes les aberrations son expérience, et que l'on dit voilà, ce que je vois, quelqu'un d'autre peut dire je vois autre chose. Et tous les deux peuvent avoir raison. Dans la nature, cette différence d'interprétation est pire. Le même objet peut se percevoir de 36 manières différentes. En général, nous allons trouver une ou deux manières de les voir, de les imaginer. Mais il y en a encore des dizaines, des centaines d'autres qu'il faudrait imaginer par un travail dans le cerveau. En conséquence, dans le monde scientifique, mais aussi dans notre vie de tous les jours, si nous disons à quelqu'un « pour moi tel objet, c'est telle chose » et que l'autre nous dit « non, c'est autre chose », il faut se poser la question « est-ce qu'il cherche à me nuire, à mentir, ou bien a-t-il vraiment une autre manière de voir que celle que j'ai ?» La question de vérité se pose de cette manière-là. Il n'y a pas de monde réel extérieur qui puisse nous servir de point de comparaison. Il n'y aurait que des images mentales. Nous devons donc nous dire à chaque fois que c'est notre image mentale que nous connaissons et que peut-être nous nous sommes trompés quelque part dans l'élaboration de cette image. Peut-être avons-nous été abusés par nos habitudes dans notre société, dans notre apprentissage du regard et dans notre interprétation. Peut-être y a-t-il une autre manière de voir et que l'autre manière est bonne. Peut-être y a-t-il encore d'autres manières qui sont tout aussi bonnes de regarder, de voir entre autres. Avec ces exemples, il ne suffit pas de se planter devant le monde pour capter avec nos récepteurs et lui dire « voilà les événements est un fait que l'on pourra travailler ». Citation. « Si le chercheur se met à l'ouvrage sans aucune idée préconçue, comment pourrait-il distinguer dans la profusion qui nous propose le monde les faits qui sont suffisamment simples pour être l'objet d'une expérience ? Le monde est extrêmement confus. Il nous présente une complexité énorme. Le regarder ne permet pas d'avoir des projets en tête,
pour voir quoi que ce soit d'utilisable. Il faut une théorie. Il faut d'abord un travail d'imagination pour prouver les faits. Si on se laisse aller à la simple évidence, si on se contente de constater, cela veut dire que l'on se sert de ce que l'on nous a appris. On ne se rend alors pas compte que notre vision du monde est due à notre apprentissage dans une société donnée à un moment donné, et on prend pour ce réel ce qui n'est qu'une construction de notre civilisation. L'évidence, c'est un leurre, c'est un piège. Ils en savent quelque chose, les alchimistes. On peut lire aussi Mémoire de singe et Parole d'homme, et la parole comme une molécule. Par exemple, le soleil parcourt le ciel. Ceci est ce que l'on pourrait voir, ce que l'on pourrait constater avec nos sens. Le soleil se déplace dans le ciel. Ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne constate pas avec nos sens, c'est le mouvement de la Terre. Le mouvement de la Terre est une construction intellectuelle que nos prédécesseurs ont dû faire. Ils ont dû imaginer une histoire où la Terre n'était plus le centre du monde. Et à partir de là, on a pu voir une autre manière de l'expérience quotidienne. Le mouvement du soleil dans le ciel. Nous voyons cela de la même manière que les Grecs du XVIIe siècle. Mais nous ne l'interprétons pas de la même manière. Nous imaginons notre histoire pour expliquer ce mouvement. Quand il s'agit d'apporter des preuves de cette affirmation, on mène donc une nouvelle histoire pour expliquer ce déplacement. On dit, ce n'est pas le soleil qui bouge, mais qu'il est immobile, et que c'est la Terre qui bouge. Preuve qu'à ce moment-là, il faut encore se méfier du sens commun. Les partisans de l'immobilité de la Terre vont s'appuyer sur l'idée que si on lance une pierre en haut d'une tour, elle tombe toujours au pied de la tour. Admettons que la Terre tourne. En jetant une pierre du haut d'une tour, comme la Terre tourne à 400 mètres par seconde environ, pendant les 10 secondes de chute de la pierre doit se rapprocher ou s'éloigner du pied de la tour. Puisqu'à partir du moment où la pierre est tombée, la tour continue à tourner avec la Terre. Donc, pour les partisans de l'immobilité, cette expérience montre bien que la Terre ne tourne pas. Elle ne peut pas tourner sur elle-même. Pour eux, c'est une évidence. C'est Copernic qui va commencer à réfléchir à cette question et proposer une autre manière de voir. Copernic est mort en 1543. Copernic était un contemporain de François Ier et de Léonard de Vinci. Copernic a l'idée suivante: quelqu'un qui est sur un bateau, qui navigue, voit les éléments extérieurs bouger. Il est immobile sur le bateau. Il se croit immobile. Il commence à réfléchir sur le mouvement de la Terre. Cette réflexion n'était pas utile à l'époque étant donné la lenteur des moyens de communication. Un homme sur un bateau a l'impression d'être immobile sur le bateau, que le bateau bouge ou non. Donc, sur la Terre, on ne peut pas affirmer que notre propre impression que la Terre bouge ou pas puisse, qu'elle bouge ou qu'elle ne bouge pas, notre impression est exactement la même. Copernic décide de porter des raisonnements et des comparaisons afin de mieux comprendre ces phénomènes, parce qu'il est persuadé que la Terre tourne. Galilée est également persuadé que la Terre tourne. Il va imaginer une autre expérience, toujours une expérience de pensée. Il va se dire que si je suis appuyé contre le mât d'un bateau,
amarré dans un port et que je laisse tomber une pierre devant moi, la pierre va tomber à mes pieds. Si je fais la même chose pendant que le bateau avance, je m'appuie contre le mât et je laisse tomber une pierre. La pierre va tomber exactement au même endroit. Donc que le bateau bouge ou que le bateau ne bouge pas, quand je lâche une pierre, en étant sur le bateau, elle tombe au même endroit. Donc, pour la tour, que la pierre tombe au pied de la tour ne prouve strictement rien pour savoir si la terre bouge ou pas. Très souvent, on pense que c'est Galilée qui a, pour la première fois, pensé que la terre était ronde. C'est la terre qui bouge, le soleil est immobile et la terre tourne sur elle-même, ce qui explique le jour et la nuit. On sait scientifiquement que la terre est ronde depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ. En effet, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, par des observations, les Grecs s'étaient rendus compte que la terre ne pouvait être que ronde. Quand on est sur la plage et qu'on voit arriver un bateau, on voit d'abord le mât du bateau, puis on voit les voiles du bateau, puis la totalité du bateau. Si la terre était plate, on verrait le bateau tout petit, puis de plus en plus grand en se rapprochant. Or, ce n'est pas ce que l'on voit, parce que la terre est ronde. D'autre part, quand on se déplace sur la terre, on voit les étoiles, et chaque fois de manière différente. Si la terre était plate, on verrait toujours les mêmes étoiles au-dessus de soi, où que l'on soit sur la terre. Or, ce n'est pas le cas. Les voyageurs grecs se sont rendus compte qu'au fur et à mesure qu'ils se déplaçaient, les étoiles se déplaçaient dans le ciel, et que de certaine manière, qu'ils étaient près de l'horizon, et ils se retrouvaient au milieu du ciel. Et d'autres qui étaient au milieu du ciel se retrouvaient à l'horizon. On sait que depuis plusieurs siècles, avant Jésus-Christ, les Grecs sont même arrivés à calculer les tournures de la Terre et le diamètre de la Terre à quelques centaines de kilomètres. Enfin, expérience, à midi, on plante un piquet à un endroit à la verticale du Soleil. Il n'y aura aucune ombre autour de lui. À une distance que l'on ne sait calculer, on va mettre un autre piquet vertical. Comme la Terre est ronde, ce piquet ne sera pas parallèle au premier. Grâce au moment où le Soleil va faire une ombre au niveau de l'un puis de l'autre piquet, on pourra calculer le diamètre de la Terre. Cette manière est très simple de calculer le diamètre de la Terre, a été imaginée au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Un autre physicien va réaliser une expérience en lançant des pierres dans différentes positions de stabilité, d'immobilité ou de mouvement d'un bateau pour prouver que la Terre est ronde. Une pierre qui tombe au pied d'une tour, c'est un fait. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Quel est le sens de ce fait? Quelle est sa signification? Sa signification ne peut venir que d'une imagination, d'une histoire. Pourquoi? Pourquoi il a dit pourquoi? On peut regarder le phénomène indéfiniment. On ne donnera pas d'explication de ce phénomène. L'évolution scientifique, la découverte s'est faite parce que certains hommes ont imaginé une autre histoire pour essayer d'expliquer ce phénomène. Un fait n'est rien sans la construction intellectuelle qui lui donne son sens. Dernier point, même si on fait une découverte sur le fait, même si on réussit à isoler un fait, qu'est-ce que l'on peut avoir comme manière de l'utiliser? Un fait expérimental n'est pas quelque chose qui peut se voir.
Quand Claude Bernard a commencé ses expérimentations, il s'est trouvé devant une très grande habileté de laboratoire. Il a fait de multiples expériences pendant des années. Des expériences qui n'ont strictement servi à rien finalement, parce qu'il ne savait pas ce qu'il cherchait ou ce qu'il voulait chercher. Il cherchait sans idée préconçue, et donc il multipliait des expériences. Donc, si vous n'avez pas d'idée dans la tête, vos expériences ne servent à rien. Henri Poincaré, le mathématicien, a dit que l'on fait la science avec des faits. Et c'est une image qui vous permettra de retenir un problème. On fait la science avec des faits comme une maison avec des pierres. Mais une accumulation de faits n'est pas plus une science qu'un tas de pierres est une maison. Quand vous accumulez les faits d'expérience, vous avez un tas de pierres. Une maison, ce n'est pas de la pierre. Une science, ce n'est pas une accumulation d'expérience.